Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Il est 14 heures, donc je vous propose de commencer le webinaire. Alors tout d'abord, je me présente, Macha Cambier, je suis chargée de projet à la Coréade. Et tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu présent pour ce 21e rendez-vous de la Coréade sur les thèmes du marketing social, principes et applications aux conduites addictives. Et nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Viet Nguyen Tan, responsable de l'unité addiction à Santé publique France, pour aborder ce sujet. Un bref rappel quant au déroulé du webinaire. Donc, il se déroulera en deux parties. Une première partie théorique avec l'exposition de notre intervenante, suivie de 15 minutes de pause, puis 45 minutes pendant lesquelles nous pourrons poser à l'intervenante vos questions. À ce sujet, vous pouvez les poser via le chat puisque vos micros sont coupés par défaut. Mais n'hésitez pas à les poser si vous n'avez pas fait lors de l'inscription. Et mes collègues et moi, nous chargerons de les synthétiser pendant la pause et on les posera à Viet Nguyen Tan pendant la seconde partie. Ce webinaire est filmé, donc il sera disponible en replay à partir de fin mars. Donc, vous pourrez retrouver l'intervention sans aucun problème sur le site de la Coréade. Sachez également qu'un sondage vous sera proposé à la pause. Merci d'y participer, ainsi qu'un questionnaire d'évaluation en fin de webinaire. Et si vous avez besoin d'une attestation de présence, pensez à cliquer sur oui à cette question-là, du coup, durant le sondage, durant la pause. Concernant l'actualité de notre association, vous pouvez noter dès à présent que le prochain rendez-vous de la Coréade aura lieu le vendredi 7 avril, mais cette fois-ci le matin, donc de 10h à midi, avec le docteur Gérard Osterman, médecin interniste, psychothérapeute analyste, et Madame Cécile Gatti, psychopraticienne en thérapie familiale. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, sachez qu'on a notre événement phare, le colloque Tabakit, qui aura lieu mardi prochain à Bordeaux en présentiel. C'est un colloque gratuit. Vous pouvez encore vous inscrire si vous le souhaitez ou communiquer l'information autour de vous, car on a une grande capacité d'accueil. Donc, on serait ravis de vous rencontrer cette fois-ci en présentiel. Donc, voilà, n'hésitez pas. Mes collègues vont mettre les informations dans le chat. Et puis, de manière générale, si vous voulez être tenu informé de nos formations, nos webinaires, nos colloques, etc., le mieux est encore de s'inscrire à notre newsletter. Comme ça, vous recevrez bien en amont toutes ces informations. Et enfin, nous sommes une association. Donc, si vous souhaitez adhérer à titre individuel, sachez que vous pouvez rejoindre la Coréade pour une cotisation annuelle de 10 euros. Voilà, j'en ai fini pour le tour des petites actualités et je laisse tout de suite la parole à Viet Nguyen Tan pour nous présenter son intervention sur le marketing social. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Macha et vraiment un grand merci à la Coréade pour cette invitation à venir discuter marketing social avec vous tous. Alors, je vais commencer par la petite opération technique de partage d'écran. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous? Tu me dis, Macha? Oui, super. Alors, je vous propose qu'on démarre. Encore un grand merci à la Coréade pour cette invitation et en particulier merci à Macha qui m'a aidé à préparer cette intervention et qui m'a invitée. Donc, je vais vous parler effectivement marketing social. Je vais commencer par vous proposer une définition du marketing social pour qu'on soit tous d'accord sur l'objet de cette intervention et puis vous expliquer un petit peu quels sont les grands principes du marketing social. Ce que je vous propose, c'est de faire ensuite une présentation très illustrée. Je trouve que c'est toujours beaucoup plus clair et compréhensible lorsqu'on illustre par des exemples. Et donc, j'ai choisi d'illustrer ma présentation par l'exemple de Moi sans tabac, que vous connaissez probablement, intervention de marketing social assez emblématique de ce que peut faire Santé publique France en la matière. J'espère que j'arriverai à vous transmettre tout mon intérêt, mon enthousiasme pour cette modalité d'intervention en prévention, promotion de la santé. Et puis, je serai ravie, comme l'expliquait Macha, de discuter avec vous à l'issue de cette présentation et de répondre à toutes vos questions si vous en avez bien sûr. Alors, je commence par une définition du marketing social. Il faut savoir que le terme marketing social, on en entend, je pense, de plus en plus parler ces 5-10 dernières années, en particulier en France.
et dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé. Mais c'est finalement un terme, une approche, une discipline qui existe depuis assez longtemps, puisque ça date des années 70. Et dans les années 70, qu'une première définition a été proposée par les professeurs Kotler et Zaltman. La définition était la suivante: l'application des techniques utilisées en marketing commercial pour analyser, planifier, exécuter et évaluer des programmes dont le but est la modification volontaire du comportement d'une cible d'individus afin d'améliorer leur bien-être personnel et celui de la société. Je vous ai mis ici également sur la diapositive une autre définition, celle qui a été proposée par le professeur Karine Galopel-Morvan, qui est professeur des universités à l'EHESP en marketing social, qui est un petit peu plus récente cette fois, elle a été proposée dans les années 2010. Le marketing social n'est pas appliqué à un produit commercial, mais à une cause: réduction de la consommation de tabac, de l'alcoolisation excessive des jeunes, obésité, don du sang, paludisme, conduite en état d'ébriété. Vous voyez que le spectre est très large, pollution atmosphérique, dans le monde, etc. Le point commun entre marketing social et marketing commercial, ils utilisent les mêmes outils et ont pour objectif final de modifier des comportements de la cible visée. Donc, vous l'aurez compris, et pour le dire encore plus simplement, finalement, le marketing social, c'est vraiment l'utilisation des techniques du marketing marchand, du marketing commercial, mais non pas pour concevoir et vendre un produit, mais pour identifier et promouvoir un comportement favorable à la santé. Alors, la démarche du marketing social, finalement, c'est la suivante, et vous me direz, c'est une démarche qui, finalement, est une démarche projet qu'on peut avoir dans d'autres types d'interventions en prévention, promotion de la santé, relativement classique, avec quelques spécificités, puisque finalement, elle est très séquentielle, comme dans toute démarche projet. On commence par ce qu'on appelle en marketing commercial, par les études de marché. Donc ça, c'est vraiment très important. Pour toute démarche de marketing social, on va s'appuyer sur des données, que ce soit des données de la littérature scientifique, des données recueillies grâce à des enquêtes, des grandes enquêtes aux populations, comme le baromètre santé, des enquêtes qualitatives pour nous permettre de mieux connaître les populations dont on cherche à faire évoluer le comportement dans un sens plus favorable à la santé, etc. Donc vraiment, première étape, les études de marché. Ensuite, on va procéder à ce qu'on appelle la segmentation. La segmentation, on peut aussi l'appeler le ciblage, c'est-à-dire qu'en fait, dans la population dont il faudrait faire évoluer le comportement pour améliorer son état de santé, on va finalement la diviser en plusieurs sous-populations et choisir la sous-population à laquelle on va s'adresser dans notre campagne de marketing social. Et ça va nous permettre d'affiner encore la phase précédente des études de marché pour essayer d'identifier auprès de cette sous-population segmentée, donc cette sous-population plus petite, vraiment les caractéristiques plus précises qui déterminent son comportement et les leviers qui pourraient nous permettre de faire évoluer ce comportement. Ensuite, on va se fixer des objectifs. C'est là qu'on rentre vraiment dans une phase de la démarche qui est très classique par rapport à une démarche projet. Fixer des objectifs à atteindre grâce au dispositif ou à la campagne de marketing social. On va mettre en place ce qu'on appelle les 5 C. Donc, c'est là que, de nouveau, revient quelque chose de plus spécifique et je vais vous détailler dans une minute ce que sont les 5 C. Et puis, on met en place cette campagne de marketing social et on l'évalue, très important. Évidemment, là encore, c'est quelque chose d'assez classique en prévention, mais vraiment, l'évaluation en marketing social, c'est une démarche, c'est une étape extrêmement importante qui va nous permettre ensuite d'identifier des points d'amélioration possibles de la campagne pour une éventuelle campagne de marketing social suivante. Donc, je vous le disais, la démarche des 5 C, elle est assez spécifique au marketing social et au marketing marchand. Donc, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En fait, en marketing, on dit qu'on travaille sur les 5 P. 5 P pour Product, Price, Place, Promotion, Partnerships. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'en marketing marchand, on veut concevoir quelque chose, un nouveau produit pour pouvoir le vendre ensuite, eh bien, il y a justement la définition de ce produit qui rentre dans la démarche de marketing marchand. Vous savez, en marketing, on dit souvent qu'on ne vient pas forcément répondre à un besoin, mais qu'on vient créer des besoins. Donc là, on est vraiment dans cette première phase. En marketing marchand, on va essayer d'identifier, de créer un nouveau produit qu'on va ensuite chercher à vendre. Ce nouveau produit, on va devoir en fixer le prix, avec évidemment cette tension entre un intérêt de fixer ce prix le plus élevé possible pour avoir une marge et avoir un bénéfice plus important, mais aussi cette tension autour du fait de ne pas fixer un prix trop élevé, car sinon, personne ne l'achètera.
Donc, définir un produit, fixer son prix. Le P de place, c'est pour identifier les endroits où on va pouvoir venir vendre les produits. Est-ce que ça va être dans des supermarchés? Est-ce que ça va être dans tel type de magasin, etc. Donc, place. Le P de promotion, qui évidemment est probablement un des plus évidents. Je pense que quand on pense marketing commercial, on pense tout de suite à de la publicité et c'est un élément extrêmement important de la démarche de marketing marchand, donc promotion. Et puis le dernier P, le P de partnerships, des partenaires, essayer de trouver des alliés finalement, y compris parfois dans le secteur privé, d'autres entreprises, d'autres marques, d'autres porteurs de marques qui vont nous aider à diffuser et vendre le produit qu'on a conçu. Et donc, en marketing social, les 5 P vont devenir les 5 C. On ne va pas chercher à créer un nouveau produit, mais on va chercher à identifier un comportement favorable à la santé qu'on va chercher à promouvoir. Pourquoi un comportement? Évidemment, on sait que lorsqu'on regarde les grands déterminants de la santé au niveau de l'épidémiologie, quand on regarde les données épidémiologiques et qu'on essaie d'identifier les grands déterminants de la santé, on se rend compte que finalement, faire évoluer les comportements individuels, ça fait partie des choses, des grandes actions qui permettent d'avoir des gains en santé extrêmement importants. Si on prend ne serait-ce que l'exemple du cancer, on sait qu'à peu près 40% des cancers pourraient être évités si on parvenait à faire évoluer favorablement certains comportements de santé, le fait d'arrêter le tabac, le fait de moins consommer d'alcool, d'avoir une alimentation plus saine, plus équilibrée, davantage d'activité physique, etc. Donc, première étape, identifier un comportement qui va être favorable à la santé et dont qu'on va chercher à promouvoir. Deuxième C, le C de coût. Donc, au même titre qu'en marketing marchand, on va devoir fixer le prix de notre produit. On va travailler autour du marketing social sur le coût d'adoption du comportement favorable à la santé qu'on va chercher à promouvoir. Avec, évidemment, là encore, cette double tension qu'on observait en marketing marchand, entre le fait de proposer un comportement vraiment très différent du comportement habituel observé au sein de la population générale pour avoir un coût, un bénéfice en termes de santé et de santé publique important. Et en même temps, si on cherche à bousculer les habitudes de la population et à favoriser des comportements qui sont vraiment très différents par rapport à son comportement habituel ou actuel, probablement, ça va être très difficile d'obtenir des changements de comportement. Donc là encore, ce coût d'adoption du comportement va devoir être travaillé en marketing social. On va essayer de donner une capacité d'accès à ce nouveau comportement qu'on va chercher à promouvoir. On va faire de la communication, de la publicité. Là encore, c'est, je crois, la dimension la plus intuitive, la plus évidente autour du marketing et du marketing social. Et puis, on va chercher à travailler avec des collaborateurs, des partenaires pour nous aider à faire évoluer ces comportements. Je vais tout de suite prendre un exemple et je pense que ce sera plus clair. Comme je vous le disais tout à l'heure en guise d'introduction, je vais m'appuyer sur l'exemple de Moi sans tabac pour illustrer ces concepts autour du marketing social. Donc, Moi sans tabac, j'ai fait une petite diapo récap ici, mais je pense que vous en avez tous entendu parler, voire vous connaissez tous ce dispositif et même certains d'entre vous probablement travaillent sur ce dispositif et y contribuent. Et au passage, je vous en remercie tous. Donc, Moi sans tabac, c'est une opération annuelle qui a été créée par Santé publique France en 2016, déjà en 2016. Elle a pour objectif d'inciter les fumeurs français à faire une tentative d'arrêt du tabac d'1 mois, de 30 jours, tous ensemble au cours du mois de novembre. C'est une opération qui est inspirée de l'expérience Stoptober en Angleterre, qui a été créée en 2012 en Angleterre. C'est une opération très complète qui comprend un dispositif média extrêmement complet avec une campagne à la télé, en digital, sur les réseaux sociaux, à la radio, en affichage, avec de l'affichage à la fois dans les pharmacies et puis dans certains lieux tactiques. Selon les années, on a essayé d'utiliser différents lieux tactiques pour le volet affichage de l'opération, parfois les gares, les centres commerciaux, les commerces de proximité, etc. Et puis chaque année, également à la télé, on propose ce qu'on appelle entre nous une opération spéciale, c'est-à-dire qu'on essaye d'infiltrer la télévision autrement que par des spots télévisés promotionnel autour de Moi sans tabac, je dirais classique, mais en proposant par exemple une émission de divertissement, comme on l'a fait en 2022, en proposant cette émission que vous avez peut-être vue, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait Respire Moi sans tabac, qui était une émission de divertissement culturel avec des artistes, des humoristes, des chanteurs qui venaient
se produire, donc finalement animer, nourrir cette émission de divertissement tout en soutenant la cause de Moi sans tabac. Moi sans tabac, c'est aussi la mobilisation de grands, au pluriel, réseaux de partenaires, avec notamment cette mobilisation des structures ambassadrices de Moi sans tabac en région, donc la Coréade en région Nouvelle-Aquitaine en l'occurrence. Dans chacune des régions, on a une structure ambassadrice, le plus souvent une association, qui nous aide à déployer Moi sans tabac sur le terrain au niveau régional en lien étroit avec son agence régionale de santé. Et puis, au-delà de ce grand partenaire emblématique, un par région, on a de très nombreux partenaires publics et privés qui relaient les messages de Moi sans tabac et qui nous aident à déployer ce dispositif au plus près des fumeurs sur le terrain. Et puis, au-delà du volet médiatique, du volet partenaire, on a un grand nombre d'outils proposés autour de Moi sans tabac. Donc, 2 sites internet, un kit d'aide à l'arrêt du tabac avec son programme 40 jours pour arrêter de fumer, et puis des outils, des affiches, des dépliants, des flyers qui sont disponibles sur commande ou en téléchargement sur nos différents supports, sur nos plateformes. Donc, voilà pour ce qu'est Moi sans tabac. Maintenant, en quoi est-ce que Moi sans tabac est un dispositif de marketing social? Pour reprendre ce concept des fameux 5 C dont je vous parlais tout à l'heure, donc pour Moi sans tabac, le comportement qu'on cherche à promouvoir, c'est la tentative d'arrêt du tabac de 30 jours en novembre. Et vous voyez, c'est finalement un comportement qui est très précis. On n'est pas sur l'arrêt du tabac, on n'est pas sur l'arrêt du tabac pour toute la vie, entre guillemets, du jour au lendemain. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus précis et tenu dans le temps, c'est-à-dire que c'est une tentative d'arrêt du tabac qu'on propose aux fumeurs pendant 30 jours, donc une durée limitée, et au moment du mois de novembre. Comment est-ce qu'on a travaillé la dimension coût dans le cadre de Moi sans tabac? La première dimension, c'est que, je vous le disais à l'instant, le comportement qu'on cherche à promouvoir, ce n'est pas l'arrêt du tabac définitif. C'est une tentative d'arrêt du tabac de 30 jours. Et ça, on a vraiment vu, et notamment via toutes les études qualitatives qu'on a pu faire auprès des fumeurs ces dernières années. Je vous parlais tout à l'heure des études de marché qu'il faut faire en amont de la construction d'un dispositif de marketing social. On a fait beaucoup d'études qualitatives auprès des fumeurs qui montraient que finalement, pour un fumeur, le fait de passer du statut de fumeur au statut d'ex-fumeur ou de non-fumeur du jour au lendemain, ça paraissait finalement un saut dans le vide extrêmement important, difficile, et donc un changement de comportement pour lequel il y avait un coût, une peur associée extrêmement important. Alors que le fait de ne proposer qu'une tentative d'arrêt du tabac pendant une durée limitée, pendant 30 jours, vous voyez que là, on abaisse le coût d'adoption du comportement. Et par ailleurs, pour abaisser encore plus le coût d'adoption de ce comportement, on essaye, dans le cadre de Moi sans tabac, avec l'ensemble de nos partenaires, de montrer qu'il existe des aides efficaces, faciles, accessibles pour arrêter de fumer. Donc l'aide des professionnels de santé, l'aide de Tabac Info Service, l'aide offerte par les outils dits PRINT, donc le kit d'aide à l'arrêt du tabac, etc., etc. Donc tout ça pour essayer de donner le sentiment aux personnes, aux fumeurs à qui on propose ces tentatives d'arrêt du tabac, que finalement, ça ne va pas être aussi difficile que ce qu'ils anticipent, pour essayer d'abaisser ce coût perçu d'adoption du comportement. En termes de capacité d'accès, ce qu'on essaye de faire aussi dans le cadre de Moi sans tabac, c'est d'aller le plus possible vers les fumeurs, de ne pas se limiter à une communication dans les médias, des publicités, dans les différents médias que je vous ai cités tout à l'heure, à la TV, à la radio, etc., mais d'être également en local, sur le terrain, notamment grâce aux structures ambassadrices au niveau régional qui agissent beaucoup en ce sens, et à toutes les associations, tous les acteurs de terrain, tous les professionnels de santé qui nous permettent de faire exister Moi sans tabac au plus près des fumeurs dans leur lieu de vie. Donc, on a poussé pour cela le fait d'avoir des actions de proximité un peu événementielles qui se mettaient en place pendant Moi sans tabac. On essaye aussi de développer des actions en entreprise. On encourage beaucoup les employeurs à essayer d'inciter et d'aider leurs salariés fumeurs à arrêter de fumer. Et puis, on fait aussi tout ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui passe plutôt par de l'achat d'espace médiatique, entre guillemets, ce qui est affichage en pharmacie, en gare, et qui nous permet finalement d'aller vraiment, encore une fois, au plus près des lieux de vie quotidiennes des fumeurs. Et ensuite, évidemment, toute la partie communication, publicité, qui est une partie extrêmement importante dans le cadre de Moi sans tabac.
qu'on travaille avec l'équipe et avec nos formidables chargés de marketing social, évidemment avec des prestataires, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes toujours en marketing social finalement des petites équipes pluridisciplinaires avec des chargés de marketing social, des chargés d'études, des chargés de plaidoyer, et on n'est pas très, très nombreux. Donc, on travaille avec des prestataires qui sont parfois presque des partenaires, et notamment des agences de publicité, des agences de communication qui travaillent avec nous pour produire et diffuser les campagnes de communication que vous voyez dans les médias autour de Moins Sans Tabac et de nos autres campagnes de marketing social. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Moins Sans Tabac, une des particularités, c'est qu'on a la chance de bénéficier de crédits importants pour cette opération et que donc on peut se permettre d'être présent en médias vraiment de façon très importante et sur un grand nombre de médias différents. La télé, la radio, le digital, l'affichage, etc. Et puis le dernier C, le C de collaborateur, comment on le travaille dans le cadre de Moins Sans Tabac. On le travaille de plusieurs façons. La première, c'est le fait de travailler avec des partenaires, des collaborateurs au niveau de, je dirais, l'ingénierie du déploiement de Moins Sans Tabac au niveau régional. Donc là, c'est le fameux dispositif ambassadeur Moins Sans Tabac dont je parlais tout à l'heure et que la Coréade connaît bien et que vraiment les structures qui travaillent avec nous au niveau régional nous aident à pousser, à faire exister et qui font qu'il existe des choses au niveau régional et sur le terrain au moment de Moins Sans Tabac dans chacune des régions qui ont une structure ambassadrice. Donc, il y a vraiment ce volet-là qui a été travaillé dès la première édition de Moins Sans Tabac. Dès 2016, on s'est vraiment dit qu'il fallait absolument qu'on trouve un moyen d'aider finalement les régions et notamment les ARS à déployer Moins Sans Tabac sur le terrain. Et donc, ça a été cette organisation avec ces structures ambassadrices. Et puis ensuite, de façon plus classique, je dirais, on travaille avec de nombreux partenaires pour relayer les messages d'incitation et d'aide à l'arrêt du tabac auprès des fumeurs. Et puis, on travaille également, on essaye de mobiliser des collaborateurs, des partenaires de terrain qui vont ensuite accompagner les fumeurs eux-mêmes vers l'arrêt du tabac pendant leur tentative d'arrêt du tabac au mois de novembre. Donc, voilà comment on travaille ces fameux 5 C. J'espère que c'est un petit peu plus concret du coup que quand je parlais de façon plus conceptuelle des 5 P et des 5 C tout à l'heure. Voilà comment ça s'illustre autour de Moins Sans Tabac. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit focus sur l'évaluation et j'illustrerai là encore avec le dispositif Moins Sans Tabac. Parce que comme je le disais tout à l'heure, l'évaluation en matière de marketing social, c'est vraiment une dimension extrêmement importante. Et pour travailler sur le sujet marketing social depuis quelques années maintenant, je m'aperçois que c'est souvent la partie de la démarche de marketing social sur laquelle il y a finalement pas mal de questions de la part des acteurs qui s'intéressent à la démarche de marketing social. Donc, un petit focus sur l'évaluation. Alors, d'abord, pour vous faire une petite proposition de rappel ou de typologie de ce qu'on peut entendre par le mot évaluation. Évaluation, c'est vraiment un terme très polysémique. Ça peut vouloir dire bien des choses et il y a bien des manières d'évaluer un projet de prévention ou un projet de marketing social. Moi, j'ai l'habitude de classer les évaluations de façon très simple en 2 grandes catégories. La première catégorie, ce sont les évaluations dites de processus, où on parle parfois aussi d'évaluation de mise en œuvre. Donc là, on va être sur quelque chose de relativement simple, ne serait-ce que d'écrire ce qui a été réalisé. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la mise en place du projet de prévention, de marketing social. On va décrire ce qui a été réalisé et on va essayer de mesurer des impacts immédiats de ce qui a été mis en place. Donc, par exemple, on va essayer de répondre aux questions suivantes. Quelles sont les actions locales qui se sont déployées au moment où le dispositif de marketing social X a été mis en place? Est-ce que la campagne de marketing social, elle a été vue par les cibles visées? Est-ce qu'elle a été mémorisée? Est-ce que les gens s'en souviennent? Est-ce qu'elle a été appréciée? Comment a-t-elle été jugée? Est-ce que le degré d'agrément, d'appréciation de cette campagne a été élevé ou bien est-ce que ça n'a pas été le cas? Et puis, autre question pour aller un petit cran plus loin, je vous parlais des impacts immédiats. Est-ce que la diffusion de la campagne a eu un effet sur, par exemple, le recours aux dispositifs qui ont été promus dans le cadre de la campagne? Donc, par exemple, je vous le disais, dans le cadre de Moins Sans Tabac, on met beaucoup en avant toutes les aides disponibles pour arrêter de fumer, dont le dispositif Tabac Info Service. Donc, Tabac Info Service, c'est à la fois un site internet, une ligne téléphonique d'aide à l'arrêt du tabac à distance et puis une appli qui est gérée avec la CNAM. Est-ce que pendant Moins Sans Tabac, il y a eu davantage d'appels à Tabac Info Service, la ligne téléphonique, par exemple? Donc là, c'est déjà un petit indice.
si effectivement on a vu un pic d'appel pendant la campagne, que la campagne elle a eu un impact sur les comportements. Pas encore les comportements de tentative d'arrêt du tabac ou d'arrêt du tabac définitif, mais en tout cas, s'il y a eu davantage d'appels, il y a déjà eu une action, un impact de la part d'un certain nombre de fumeurs suite à l'exposition à la campagne. Donc ça, c'est la première grande catégorie d'évaluation, les évaluations de processus qu'on peut mettre en œuvre à l'issue de la diffusion d'une campagne de marketing social. Et la deuxième grande catégorie, ce sont là plutôt les évaluations d'efficacité. On parle aussi parfois d'évaluation d'impact ou d'évaluation de résultats ou d'évaluation des effets. Donc là, on va essayer d'aller un cran plus loin et de mesurer l'atteinte des objectifs vraiment propres à l'action, des objectifs spécifiques de l'action. On ne va pas se contenter de vérifier que la campagne elle a été vue par les cibles visées. On va essayer d'aller plus loin et de vérifier si le fait qu'elle ait été vue, le fait que notre cible ait été exposée à la campagne, a eu un effet sur les attitudes ou les comportements de la cible. Dans le cadre de Moi sans tabac 2016, je vous le disais, c'était une des premières grandes opérations de marketing social portées par Santé publique France au moment de sa création en 2016. Beaucoup de temps de travail, de crédit, d'attention ont été portés à cette première édition de Moi sans tabac en 2016. Et donc, on a eu à cœur, évidemment, de proposer un protocole d'évaluation qui soit à la hauteur de toute cette attention, de ces moyens déployés et de toutes les ambitions qu'on avait aussi autour de Moi sans tabac en 2016. Donc, on a essayé de proposer un protocole relativement complet d'évaluation, comprenant à la fois des évaluations de processus et des évaluations d'efficacité. En tout cas, principalement une évaluation d'efficacité. Donc, en termes de processus, ce qu'on a mis en place, c'est d'une part, tout simplement, et ça a déjà été très utile, de pouvoir se mettre en position de décrire les actions à la fois nationales et plus locales qui ont été mises en œuvre dans le cadre de Moi sans tabac, donc faire une sorte de récapitulatif de tout ce qui avait été fait par Santé publique France, mais aussi et surtout par les grands partenaires de Santé publique France au moment de Moi sans tabac. Et puis d'analyser également les données qu'on a reçues naturellement autour de Moi sans tabac, notamment sur le site Moi sans tabac, donc les données d'inscription en termes de nombre, quantitativement, combien d'inscriptions à Moi sans tabac en 2016, et puis le profil des inscrits. On a également réalisé des post-tests de la campagne. Donc, ce qu'on appelle post-tests, ce sont des petites enquêtes, enfin des enquêtes plus ou moins petites d'ailleurs, mais en tout cas des enquêtes qui sont réalisées juste après diffusion d'une campagne, qui peuvent être quantitatives auprès de 1000, 2000 personnes ou plus qualitatives auprès de quelques dizaines de personnes et qui nous permettent de vérifier un petit peu les indicateurs dont je vous parlais tout à l'heure, le fait que la campagne ait été vue, est-ce qu'elle a été mémorisée, quel a été le taux d'agrément de la campagne. Donc, on a vraiment des questionnaires très standardisés qui nous permettent d'étudier ces indicateurs-là et donc de savoir si finalement, pendant que notre campagne était diffusée, après l'avoir diffusée, vérifier qu'elle a bien été vue par la cible que l'on visait dans le cadre de cette campagne. On a également analysé l'évolution du recours à tabac info service, donc tout simplement en regardant les niveaux d'appel, par exemple au 3989, à la ligne téléphonique tabac info service, avant, pendant et après campagne, pour vérifier qu'effectivement, pendant la campagne, il se passait quelque chose et il y avait une évolution à la hausse du recours à tabac info service. Et puis en termes d'efficacité, la principale étude d'efficacité qu'on a menée dans le cadre de Moi sans tabac 2016, ça a été une étude qu'on a faite grâce aux données du baromètre santé 2017. Donc le baromètre santé, je pense que vous connaissez ces grandes enquêtes mises en place depuis le CEFES, l'INPES, donc les ancêtres de Santé publique France, puis maintenant Santé publique France. Elles existent depuis 1992. Ce sont des grandes enquêtes aux populations représentatives de la population française qui sont menées périodiquement et qui nous permettent d'interroger en général un grand nombre de personnes. En l'occurrence, en 2017, il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes interrogées et d'avoir des données très robustes grâce à ces grandes enquêtes représentatives. Donc, dans cette enquête 2017, on a glissé un module spécifique à l'évaluation de Moi sans tabac qui nous a permis, d'une part, d'évaluer l'exposition des Français, et en particulier des fumeurs, à la campagne Moi sans tabac, en les interrogeant notamment sur le fait de se souvenir de la campagne Moi sans tabac diffusée fin 2016, et puis de mesurer les tentatives d'arrêt du tabac effectivement réalisées au dernier trimestre 2016. Et grâce à ces données, on a réalisé des modélisations statistiques pour étudier le lien entre le niveau d'exposition à la campagne et
le changement de comportement, c'est-à-dire les tentatives d'arrêt du tabac réalisées au dernier trimestre 2016. Et effectivement, on a réussi à montrer qu'il y avait un lien statistique et ce qui a permis de valider l'efficacité de Moins sans tabac 2016 sur les tentatives d'arrêt du tabac des fumeurs français. Je passe vite sur la suite des études d'efficacité. On a fait d'autres choses et notamment, on est en train là, de finaliser avec l'OCDE, c'est plutôt l'OCDE qui est en train de le finaliser, une étude médico-économique qui cherche à analyser, au-delà de l'efficacité de Moins sans tabac, le retour sur investissement économique à attendre d'une opération comme Moins sans tabac. Ce sera publié très prochainement. Je vous ai mis là sur la partie droite de la diapo des éléments de calendrier. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de voir que finalement, la disponibilité des données qui ont été produites dans le cadre de ce protocole d'évaluation, eh bien, cette disponibilité, elle a été très variable fonction des études mises en œuvre. Les études de processus, les évaluations de processus, leurs résultats sont disponibles relativement rapidement. Au premier ou deuxième trimestre 2017, on avait déjà des premiers résultats. Alors que vous le voyez, pour l'étude d'efficacité, notamment la principale étude d'efficacité, là sur le lien entre exposition à la campagne et tentative d'arrêt du tabac, on est sur une temporalité beaucoup plus longue puisqu'il faut recueillir les données du baromètre, nettoyer la base de données baromètre, faire les analyses et ensuite les publier. Donc on avait des premiers résultats mi-2018 et finalement des résultats plus complets en 2019, donc 3 ans après la première édition de Moins sans tabac. Et finalement, c'est important d'avoir ça en tête puisque ce protocole d'évaluation, on voit bien qu'il nous permettait de répondre à 2 grands enjeux. D'une part, tout de même avoir une certaine rigueur scientifique, le fait de pouvoir répondre à la question « est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est efficace ?» avec des données robustes, mais aussi la nécessité de pouvoir fournir des résultats très tôt, puisque Moins sans tabac, c'est une opération annuelle. Et donc, dès décembre 2016, à la fin de la première opération Moins sans tabac, il fallait très vite qu'on commence à travailler sur l'édition Moins sans tabac 2017. On ne pouvait pas attendre 2-3 ans avant de commencer à travailler sur cette nouvelle édition. Et donc, il nous fallait pouvoir avoir à la fois des données qui tombent rapidement, dont les résultats tombent rapidement, comme toutes les données qu'on a eues grâce au post-test et aux autres études de processus, et puis des études plus ambitieuses, plus exigeantes, entre guillemets, en termes de méthode, comme l'étude d'efficacité qui est venue plus tard et qui est venue nous conforter dans la validité et l'efficacité de l'intervention. Et puis, deuxième chose importante, c'est que vous voyez sur la diapo précédente que finalement, on a mis en place des études avec des méthodes assez différentes, du qualitatif, du quantitatif, des études ad hoc et des études qui s'appuyaient sur des systèmes d'enquête comme le baromètre qui existait par ailleurs. Et en fait, cette pluralité de méthodes, elle nous a permis de répondre à différentes questions d'évaluation, à la fois renseigner l'efficacité du dispositif, mais aussi essayer de comprendre dans la mise en œuvre du dispositif ce qui avait pu plus ou moins bien fonctionner pour essayer d'identifier des points d'optimisation pour les fois suivantes. Je vous propose maintenant un petit focus autour des inégalités sociales, qui est un sujet évidemment en prévention-promotion de la santé extrêmement crucial, extrêmement important. Et c'est important aussi de vous faire ce petit focus sur les inégalités sociales et l'équité par rapport au marketing social, parce que parfois, ce qu'on peut entendre, ce que certains peuvent penser quand on parle de communication ou de marketing social, c'est que finalement, ce sont des types d'interventions en prévention qui, naturellement, font forcément, inéluctablement, creuser les inégalités sociales. Or, ce n'est pas tout à fait vrai, comme vous allez le voir, ou en tout cas comme je vais essayer de vous le montrer. Et là encore, je vais illustrer avec le dispositif Moins sans tabac pour essayer de vous montrer comment cette problématique inégalité sociale, on essaie de la travailler dans le cadre de Moins sans tabac. Alors, en guise de petits éléments de contexte par rapport à cette problématique, je vous ai remis ici sur cette diapo deux graphes qui présentent l'évolution du tabagisme quotidien en population adulte en France depuis le début des années 2000 jusqu'à l'année 2020. Et cette évolution, vous la voyez sur la partie gauche de la diapo selon le niveau de revenu et sur la partie droite de la diapo selon la situation professionnelle. Avec à chaque fois la courbe en rouge, la courbe la plus haute sur les deux graphes que vous voyez sur la diapositive qui représente l'évolution du tabagisme quotidien parmi
les plus défavorisés, finalement, parmi ceux dont les revenus sont les plus faibles ou parmi les demandeurs d'emploi sur la partie droite de la diapo. Et la courbe la plus basse, celle qui est en bleu clair, c'est l'évolution du tabagisme quotidien parmi ceux qui sont les plus favorisés, revenus les plus élevés ou ceux qui sont en activité, qui ont un emploi. Ce qu'on observe, sans forcément s'attarder sur les évolutions, mais en tout cas, ce qu'on observe, si on prend ne serait-ce que, si on s'arrête simplement à l'année 2020, c'est qu'il y a des écarts extrêmement importants, c'est-à-dire que les plus défavorisés fument davantage et les plus favorisés fument moins. Si on prend l'exemple de la situation selon le niveau de revenu, vous voyez qu'il y a plus de 15 points d'écart entre le tabagisme parmi ceux dont les revenus sont les plus faibles. Plus d'un tiers de ceux dont les revenus sont les plus faibles en France étaient fumeurs quotidiens sur l'année 2020 en population adulte, alors qu'on était seulement à 18% parmi ceux dont les revenus étaient les plus élevés. Donc ces écarts-là, finalement, illustrent une forme d'inégalité sociale relative au tabac qui est extrêmement importante. Je pense que ce sont des sujets que vous connaissez bien, mais ces deux diapos permettent vraiment particulièrement bien d'illustrer cette problématique. Comment est-ce qu'on prend en compte cette question des inégalités sociales dans le cadre de Moi sans tabac, dans le cadre d'un dispositif de marketing social? Finalement, vous allez voir, on essaie de tenir compte de cette problématique à tous les niveaux et à chacune des étapes du développement jusqu'à l'évaluation du dispositif de marketing social. Au moment de la segmentation et du ciblage, finalement, cette problématique des inégalités sociales va nous conduire à considérer que pour Moi sans tabac, tous les fumeurs sont concernés, mais que les fumeurs les plus défavorisés au niveau socio-économique, donc ceux dont les revenus sont les plus faibles, les demandeurs d'emploi, les catégories socio-professionnelles moins favorisées, représentent la cible prioritaire. Donc, on va vraiment être là dans une tentative d'application de ce qu'on appelle l'universalisme proportionné, qui est un concept que vous connaissez probablement et qui consiste à proposer finalement des mesures de prévention pour tous, mais avec davantage d'attention, davantage d'intensité pour ceux qui en ont le plus besoin. En l'occurrence, par rapport à notre problématique d'inégalité sociale relative au tabagisme, ceux qui en ont le plus besoin, ce sont les plus défavorisés au niveau socio-économique. Donc, ça se traduit dans toutes les étapes de conception et d'évaluation des campagnes, comme je le disais tout à l'heure. Au moment de la conception, par exemple, des supports de la campagne, on a vraiment une grande attention portée à ce travail de conception pour garantir l'accessibilité, la compréhension de l'ensemble des messages et des documents que l'on produit dans le cadre de Moi sans tabac, avec un niveau de littératie, d'accessibilité vraiment le plus élevé possible. On va essayer également de favoriser la représentation, l'identification de nos populations prioritaires, donc plutôt les fumeurs plus défavorisés dans le cadre des illustrations de notre campagne. Dans le choix des aides à l'arrêt du tabac qui sont promues dans le cadre de Moi sans tabac, on essaye de favoriser les aides les plus accessibles possibles, si possible des aides gratuites, donc des documents qui peuvent être téléchargés gratuitement ou commandés gratuitement et envoyés ensuite par la poste, l'aide des professionnels de santé, l'aide de Tabac Info Service, qui est un dispositif gratuit également, pour essayer là encore de faire en sorte que le coût d'adoption de notre comportement de santé, l'arrêt du tabac, soit le plus faible possible et surtout soit vraiment accessible au plus grand nombre, y compris aux plus défavorisés. Dans la phase de conception de ce qu'on appelle le plan média, c'est-à-dire le choix des médias, la télé, la radio, le digital, etc., dans lesquels on va faire de la publicité en faveur de Moi sans tabac, cette phase de conception, elle fait l'objet également d'une grande attention pour garantir l'exposition de nos cibles prioritaires au message Moi sans tabac. C'est pour cela qu'encore aujourd'hui, dans le cadre de Moi sans tabac, on a un gros volet de télévision. Télévision, c'est un des médias les plus onéreux, malheureusement, mais c'est aussi un des médias qui, encore aujourd'hui, toutes nos études de marché et l'expertise de nos chargés de marketing social le montrent. C'est un média qui nous permet d'exposer vraiment de façon très qualitative et très intéressante les cibles des fumeurs plus défavorisés. Donc, même si c'est onéreux, on essaye vraiment d'avoir une présence en télévision dans le cadre de Moi sans tabac qui nous permettent de garantir cette exposition. On essaye aussi de faire appel à des personnalités, donc ça c'est la dimension opération spéciale dont je vous parlais tout à l'heure dans le cadre de Moi sans tabac. On essaie de faire appel à des personnalités connues et qui vont être populaires auprès de notre cible. Donc c'est aussi pour ça qu'on a pu travailler par le passé
par exemple avec Stéphane Plaza, Adriana Carambeu, Christophe Beaugrand, que vous voyez ici sur l'écran, parce qu'on sait que ce sont des personnalités qui sont vraiment, encore une fois, populaires auprès de la cible qui nous intéresse le plus. Et puis, dans le travail d'établissement des partenariats, c'est pas toujours facile, mais on essaye de favoriser ceux qui nous permettent de relayer les messages Moi Sans Tabac auprès de nos publics prioritaires. C'est pour ça que dès la toute première édition de Moi Sans Tabac en 2016, on a essayé de contacter et de travailler avec des acteurs de la solidarité, par exemple, avec Pôle emploi, avec la CNAF, etc. Donc, autant d'acteurs qui sont au contact, notamment des plus précaires et qui nous permettent de relayer les messages auprès de cette cible-là. Et puis, je vous parlais d'évaluation tout à l'heure. En matière d'évaluation également, on porte une grande attention aux inégalités sociales, c'est-à-dire que dans le cadre de nos études, en amont puis en aval de la diffusion de Moi Sans Tabac, on se donne la possibilité, notamment lorsqu'on réfléchit aux effectifs des enquêtes, à la taille des échantillons interrogés, on se donne la possibilité de pouvoir documenter l'effet de nos campagnes, en particulier sur les cibles socio-économiquement moins favorisées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'on fait de façon systématique. Et dans le cadre de ces évaluations, notamment l'évaluation d'efficacité qu'on avait faite sur l'édition 2016, on avait pu montrer justement que Moi Sans Tabac ne creusait pas les inégalités sociales, dans la mesure où finalement certains indicateurs nous montraient que nos publics prioritaires, comme les ouvriers, les chômeurs, finalement avaient un moins bon souvenir du dispositif. Mais lorsqu'ils s'en souvenaient, lorsqu'ils avaient été exposés, lorsqu'ils l'avaient mémorisé, par contre, l'impact était plus fort parmi eux. Et donc, au final, ces deux phénomènes se compensaient pour que Moi Sans Tabac, en 2016 en tout cas, n'ait pas d'impact différencié selon le niveau socio-économique. Alors, en guise de conclusion par rapport au marketing social, je voulais d'une part vous revenir sur un petit récap de ce que je vous propose de retenir, entre autres, autour du marketing social, et puis vous proposer une petite ouverture ensuite. Donc, en guise de petit récap, ce qu'il faut retenir du marketing social, c'est que d'une part, ça correspond à une démarche structurée qui se construit par étapes, comme toute démarche de prévention, de promotion de la santé, et qui s'appuie sur des données scientifiques. Ça, c'est vraiment important. En amont, au moment de la conception de la campagne, avec ces fameuses études de marché, entre guillemets, qui nous permettent de choisir le comportement à viser, qui nous permettent de choisir les cibles de la campagne de marketing social, qui nous permettent de choisir les leviers, les angles, notamment en termes de communication. Et puis, jusqu'à la partie aval, où en matière d'évaluation, là encore, on va essayer de s'appuyer sur une démarche scientifique. La communication et la publicité en matière de marketing social est indispensable. C'est vraiment un élément extrêmement important des campagnes de marketing social, mais vous l'avez vu, finalement, la démarche globale de marketing social, ce n'est pas que de la communication et de la publicité. Donc ça, c'est vraiment aussi un élément important à retenir concernant cette discipline. Le marketing social, c'est vrai que c'est un travail aussi qui est extrêmement pluridisciplinaire. Je pense que vous l'aurez compris en écoutant ce qui a précédé dans mon exposé. Finalement, les campagnes de marketing social telles que travaillées à Santé publique France, mais dans d'autres structures également, c'est vraiment le fruit d'un travail et d'une collaboration très étroite entre, d'une part, nos chargés de communication, nos chargés de marketing social, qui sont vraiment les chefs de projet autour d'une campagne de marketing social et qui pilotent de A à Z. Mais elles travaillent, je dis elles parce que, en particulier dans mon unité, ce ne sont que des femmes, ce sont des femmes qui sont chargées de marketing social. Elles ou ils travaillent avec des chargés d'études au profil plus scientifique qui travaillent sur ces données de la littérature scientifique, qui conduisent les études qualitatives, quantitatives sur lesquelles on va s'appuyer pour construire le dispositif, puis ensuite pour l'évaluer. Également avec des chefs de projet. Elles travaillent également avec des responsables plaidoyers, partenariats qui vont essayer d'aller chercher tous ces partenaires qui vont nous aider à déployer les opérations de marketing social au plus près du terrain, au plus près des cibles visées. Donc, vous le voyez, c'est vraiment le fruit d'une collaboration vraiment très, très pluridisciplinaire. L'évaluation dans le cadre d'une campagne de marketing social est vraiment pensée comme outil
d'amélioration des dispositifs diffusés. Je crois que c'est quelque chose qui vraiment s'illustre très bien avec Moi sans tabac notamment, qui est une opération annuelle. Donc après Moi sans tabac de l'année N, il faut préparer le Moi sans tabac de l'année N+1 et l'évaluation n'est vraiment pas pensée comme finalement un objet de sanction. Est-ce que ça a marché, oui ou non, mais plutôt comme un outil qu'on va utiliser pour nous permettre d'améliorer la campagne de marketing social pour la fois suivante. Et ça, c'est d'autant plus important qu'on le sait, les campagnes de marketing social sur tous les comportements de santé. Donc, je vous ai principalement parlé de tabac depuis le début de cet exposé, mais c'est vrai sur les autres comportements de santé, les consommations d'alcool, l'alimentation, l'usage du préservatif et bien d'autres comportements. Le marketing social, les campagnes, il faut les répéter dans le temps. Une campagne ponctuelle peut avoir un petit effet, mais c'est lorsqu'on répète les campagnes dans le temps, donc avec des rediffusions d'une campagne quasiment à l'identique, ou bien la diffusion de plusieurs campagnes qui jouent sur des leviers un petit peu différents, qu'on obtient in fine un changement de comportement à l'échelle populationnelle, à une échelle suffisamment importante pour avoir des gains en termes de santé publique. Donc l'évaluation, outil vraiment extrêmement important pour, d'une fois à l'autre, nous permettre d'identifier des pistes d'amélioration des dispositifs diffusés. Et évidemment, il y en a toujours. On n'arrive jamais à faire tout parfaitement du premier coup. Et puis, dernier point très important par rapport à ces généralités un peu récapitulatives autour du marketing social, c'est qu'on porte toujours une attention très forte aux enjeux éthiques dans le cadre du marketing social. Ça, c'est également une question que l'on reçoit très souvent, à laquelle on essaye de répondre assez souvent pour bien montrer qu'effectivement, on a ces enjeux-là bien en tête. Par exemple, quand on conçoit une campagne de marketing social, on essaie de faire en sorte de ne pas stigmatiser. Dans le cadre d'une campagne d'incitation à l'arrêt du tabac, bien sûr, en aucun cas, on ne veut stigmatiser les fumeurs, leur entourage ou toute autre personne. Donc, cet enjeu de non-stigmatisation, il est extrêmement important. On essaye également de limiter l'effet de culpabilité. C'est vrai qu'un des écueils quand on promeut un comportement favorable à la santé, comme l'arrêt du tabac, la diminution de la consommation d'alcool, la consommation de fruits et légumes, etc. Un des enjeux, c'est de ne pas culpabiliser ceux qui ne parviennent pas à adopter ce comportement qu'on cherche à promouvoir. Donc ça, c'est vraiment également une dimension qui est travaillée dans le cadre des campagnes, dans les mots que l'on choisit, et dans la façon dont la tonalité adoptée dans le cadre des campagnes pour limiter au maximum cet effet de culpabilisation. Un autre élément important, c'est que dans une campagne de marketing social, on va essayer de favoriser des comportements favorables à la santé, favoriser des choix éclairés pour la santé, mais sans pour autant les imposer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important également. On essaye d'éviter vraiment au maximum des tonalités injonctives, des tonalités où on a l'impression que finalement, on essaye d'imposer, de donner des ordres aux Français, à la population pour changer de comportement. On essaye de procéder de façon beaucoup plus subtile finalement en exposant les arguments qui, selon nous, vont en faveur de l'évolution du comportement, en promouvant au maximum des aides pour ce changement de comportement que l'on sait difficile, que ce soit l'arrêt du tabac, que ce soit la diminution de la consommation d'alcool, le fait de manger des fruits et légumes. On sait que c'est difficile pour des raisons différentes selon les comportements, parce qu'il peut y avoir une forme d'addiction, qu'elle soit physiologique ou comportementale quand on parle d'arrêt du tabac, parce que pour les fruits et légumes, pour certains, il y a un frein qui peut être d'ordre financier ou organisationnel dans l'organisation des repas de la famille. Et donc, c'est vraiment important d'éviter de donner l'impression d'imposer un comportement sans expliquer d'une part et sans proposer des aides pour ce changement de comportement. Un point d'attention extrêmement important aussi en matière d'éthique, c'est d'essayer de limiter ce qu'on appelle les effets iatrogènes, c'est-à-dire les effets négatifs qui pourraient être causés par l'exposition à la campagne. Donc, par exemple, le fait de générer une grande anxiété. Un certain nombre de campagnes de marketing social peuvent s'appuyer sur des leviers autour de la connaissance des risques associés au comportement qu'on cherche à faire évoluer. Donc, on peut mettre en avant le risque de cancer associé aux consommations d'alcool, par exemple, ou de tabac. Ce sont des leviers qui peuvent être efficaces pour faire évoluer les comportements, mais ce sont aussi des leviers qui peuvent générer de l'anxiété, de la peur auprès des cibles. Et donc, on essaye de minimiser cette génération d'anxiété. Et on essaye, bien sûr, aussi d'éviter des effets
contre-productif qu'on a pu observer dans le cadre parfois de certaines campagnes, où au lieu d'inciter à limiter la consommation d'un produit psychoactif, par exemple, l'exposition à la campagne, au contraire, incitait à consommer ou donner envie de consommer ce produit. Donc, ce sont vraiment des enjeux qu'on a bien en tête et qu'on essaye de travailler pour essayer de limiter ces effets iatrogènes potentiels. Et puis enfin, dernier enjeu éthique extrêmement important, et ça permet de rebondir sur le focus sur les inégalités sociales que je faisais tout à l'heure. Vraiment, en matière de marketing social, on essaie de favoriser l'équité et de ne pas amplifier les inégalités sociales. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce que je vous ai expliqué autour de Moi sans tabac, la façon dont on essaye de traiter ce sujet inégalité sociale dans le cadre de Moi sans tabac, c'est vraiment une attention qu'on a pour l'ensemble des sujets que l'on a à traiter en matière de marketing social. Et puis, dernier élément, dernière diapo, et en guise d'ouverture, comme je disais tout à l'heure, le marketing social, c'est un outil qui, en tout cas selon nous, c'est probablement assez subjectif, mais c'est tout de même assez documenté aussi dans la littérature scientifique, est un outil vraiment intéressant, probant et puissant pour faire évoluer les comportements individuels dans un sens favorable à la santé. Mais il faut vraiment le voir comme un outil nécessaire, utile, mais pas forcément suffisant pour faire évoluer les comportements et améliorer l'état de santé des populations. C'est vraiment une approche qui doit être adoptée en complémentarité, en complément d'autres types d'interventions en prévention promotion de la santé. Si on prend l'exemple du tabac et de Moi sans tabac, de nouveau, en France, on a la chance d'avoir, depuis 2014, un programme national, le Programme national de réduction du tabagisme, qui est devenu un programme national de lutte contre le tabac en 2018, et qui permet finalement, de façon très coordonnée, très synergique, de proposer un ensemble de mesures d'incitation à l'arrêt du tabac et de lutte contre le tabac, plus généralement, en établissant un environnement qui est très favorable à l'arrêt du tabac, avec finalement une évolution de la fiscalité des produits du tabac notamment, qui fait qu'aujourd'hui, le paquet de cigarettes est à plus de 10 €, donc c'est un prix très élevé, donc qui permet de limiter l'accessibilité aux produits du tabac. On a eu également, depuis 2017, la mise en place du paquet neutre, qui permet de limiter les derniers espaces sur lesquels les cigarettiers pouvaient faire encore un petit peu de marketing sur le paquet de cigarettes, donc ce fameux paquet neutre. On a eu une promotion très importante de l'accessibilité des aides à l'arrêt du tabac et notamment des traitements de substitution nicotinique à partir de 2016-2017 avec la mise au remboursement des substituts sur prescription, ce qui n'était pas le cas avant. Vous en souvenez peut-être pour ceux qui travaillent dans le champ du tabac depuis longtemps. Avant, on avait ce fameux forfait de remboursement des substituts, mais qui était quand même très sous-utilisé et un peu complexe pour les fumeurs. Donc maintenant, on a vraiment un système de remboursement selon le droit commun qui permet de favoriser cet accès aux substituts nicotiniques. Et puis, on a eu toute cette amplification des actions de marketing social avec, en particulier, mais pas seulement, la création de Moi sans tabac en 2016. Et également, un certain nombre d'actions menées au niveau national, mais aussi au niveau régional et par les ARS notamment, qui ont permis vraiment de structurer, dynamiser la lutte contre le tabac à tous les niveaux, national, régional, infrarégional. Donc, on voit qu'on a vraiment, grâce au PNRT et au PNLT, un ensemble de mesures à la fois environnementales, populationnelles et individuelles qui se complètent, et que lorsqu'on vient diffuser Moi sans tabac, et lorsqu'on vient inciter les fumeurs français à faire cette tentative d'arrêt du tabac de 30 jours, eh bien on leur fait cette proposition dans un environnement où le tabac est cher, où il n'y a pas de promotion en faveur des produits du tabac, un environnement où finalement les aides à l'arrêt du tabac sont particulièrement accessibles. Donc forcément, c'est très, très facilitant. Un très bon contre-exemple par rapport à ce sujet action environnementale en complément des actions de marketing social, évidemment, c'est celui de l'alcool. Sur l'alcool, on mène aussi à Santé publique France et d'autres acteurs le font également, des campagnes de marketing social, mais qui, complètement à l'inverse du sujet tabac, se déploie dans un environnement qui est quand même beaucoup plus hostile à la prévention sur le sujet alcool, avec finalement une promotion des produits alcoolisés qui reste très importante malgré la loi E20 sur un certain nombre de médias notamment, avec une fiscalité des produits de l'alcool qui est quand même assez peu dissuasive, etc., etc. Donc voilà, pour finir, vraiment, je voulais insister sur le fait que le marketing social, c'est un superbe outil, un outil très puissant, mais que bien sûr, il doit être
vu, perçu en complémentarité d'autres types d'actions de prévention, de promotion de la santé, et que c'est seulement en conjuguant ces différents leviers qu'on obtient finalement une politique publique efficace et efficiente en matière de prévention. Voilà, j'en ai terminé avec un tout petit peu d'avance, tu me féliciteras Macha. Et je vous ai mis juste à la fin du diaporama ici quelques références que vous retrouverez probablement du coup à l'issue de cette présentation. Merci beaucoup pour votre attention. On va pouvoir reprendre avec la session questions que je vais reprendre. Du coup, alors il y avait déjà quelques questions qui avaient été posées au moment de l'inscription concernant le public jeune, et notamment une personne demandait si les spécificités des principes du marketing social, quelles étaient les spécificités envers un public jeune actuellement. Peut-être comment vous procédez pour vous adresser à ce public-là en termes de marketing social. Oui, merci beaucoup pour la question. Merci Macha pour le relais. Effectivement, on peut aussi faire du marketing social en direction des jeunes, que ce soit la population adolescente ou les jeunes adultes. Si je prends l'exemple des jeunes adultes et si je reste sur la thématique des addictions, on a par exemple une campagne qu'on mène depuis 2019 qui s'appelle Amis aussi la nuit, qui est une campagne de réduction des risques en contexte festif. Donc, en quoi, finalement, on adapte notre façon de faire à ce public jeune dans le cadre de ce dispositif de marketing social? En fait, c'est un peu à tous les niveaux, tout au long de la démarche. Si je prends l'exemple du comportement qu'on va chercher à promouvoir dans le cadre de nos campagnes qui s'adressent aux jeunes adultes, on va être sur des comportements qui ne vont pas être l'arrêt total des consommations, pour le coup, mais plutôt une limitation des consommations dans un objectif de réduction des risques. Donc, on voit que sur le choix du comportement, on n'est pas exactement dans le même message que celui qu'on pourrait avoir en direction d'un public adulte, par exemple. Et puis, autre exemple, par exemple, sur le choix des médias, le choix des vecteurs de diffusion des messages. On va évidemment s'adapter complètement aux médias consommés par la cible jeune. Donc, on va être beaucoup moins en télé et à la radio que sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Snapchat, etc. Et sur la mobilisation notamment d'influenceurs, ce qu'on a fait depuis assez longtemps, comme le font beaucoup d'autres annonceurs. Je prends l'exemple, par exemple, de notre… Désolée, j'ai dit 2 fois exemple. Notre opération de réduction des risques alcool en direction des jeunes de 2018, on avait travaillé avec McFly et Carlito, qui sont aujourd'hui très, très connus, mais qui l'étaient un petit peu moins en 2018, bien qu'ils avaient déjà quelques, je crois, 2 ou 3 millions d'abonnés à leur chaîne YouTube, et qu'on a choisi vraiment spécifiquement pour leur popularité auprès de cette cible-là et donc leur capacité de prescription de comportements de réduction des risques en contexte festif. Donc voilà, à chacune des étapes du marketing social, on peut adapter la démarche selon la cible. Ensuite, il y avait une deuxième question qui nous avait été posée en amont. Légalement, puis-je utiliser cet outil au sein des lycées? Alors, j'espère que je comprends bien la question parce qu'il y a plusieurs manières de l'interpréter. S'il s'agit de se demander si, en termes de droit, on peut réutiliser des éléments de Moi sans tabac ou d'autres opérations de marketing social dans le cadre d'une opération qui se déploie dans un lycée, un établissement scolaire, la réponse est oui, à partir du moment où les documents sont commandables sur le site de Santé publique France, par exemple, à partir du moment où les vidéos, par exemple un spot TV, s'il est sur la chaîne YouTube de Santé publique France en visionnage libre, il peut tout à fait être utilisé, il peut être diffusé dans le cadre d'une diffusion dans un lycée. Donc, sur le plan des droits, entre guillemets, tout ce qui est sur notre site peut être réutilisé sans souci. Après, si c'est plus une question peut-être presque d'ordre éthique aussi, sur est-ce que éthiquement on peut diffuser des campagnes de marketing social en milieu scolaire, moi je dirais aussi oui, dans la mesure où, vous l'avez vu, on essaye de porter aussi une attention importante aux enjeux éthiques dans le cadre des campagnes de marketing social. Et donc, il me semble tout à fait adapté, évidemment en fonction des cibles, choisir les messages et les supports en fonction des cibles et de l'âge des bénéficiaires potentiels, mais ça me semble également tout à fait éthique. Mais j'espère avoir bien compris la question. N'hésitez pas dans le chat peut-être à re-répondre si ce n'est pas le cas, je l'entendrai tout à fait. Une autre question aussi concernant les supports, mais cette fois-ci à destination de publics spécifiques, a été posée.
Où peut-on obtenir les supports pour les personnes à la rue, illettrées ou de langue maternelle non francophone? Alors, c'est une excellente question. On n'a pas des supports adaptés à tous ces publics sur tous les sujets, en tout cas à Santé publique France. Probablement, d'autres acteurs font beaucoup en la matière. En tout cas, en ce qui concerne les supports produits par Santé publique France, si vous allez sur le site de l'agence, donc l'adresse du site, ça doit être, si vous tapez dans Google Santé publique France, vous trouverez le site. Vous verrez, vous avez tout en haut à droite de la homepage du site une petite rubrique accessible, l'info accessible pour tous. Et dans cette rubrique-là, vous verrez, vous aurez regroupé par thématique et ou par population, selon les cas, les principaux documents. Donc ça peut être des vidéos, des flyers, des brochures qui parfois sont commandables en version papier gratuitement et qui sont pensées pour être accessibles au plus grand nombre. Par exemple, ça peut être des vidéos à la fois sous-titrées, bien sûr, pour les personnes sourdes et malentendantes, également parfois doublées en langue des signes française. Ça peut être des documents, des guides qui sont traduits dans plusieurs langues. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis, encore une fois, d'autres acteurs peuvent probablement aussi faire des choses très complémentaires pour les publics les plus éloignés de la prévention. Donc, question suivante. Merci pour la présentation. Est-ce que l'augmentation du prix des cigarettes joue sur la baisse d'achat des populations pauvres ou est-ce que cette augmentation ne rend-elle pas plus pauvres les populations qui consomment? C'est une excellente question, là encore. Si on prend le sujet du tabac, la question de l'augmentation du prix, elle est assez complexe parce qu'en fait, il y a finalement des réponses différentes selon qu'on regarde la situation à l'international et notamment la littérature scientifique internationale et la situation de la France qui semble peut-être un peu plus spécifique. Si on regarde la littérature scientifique, l'ensemble de la littérature semble converger d'une part pour valider l'efficacité du levier prix pour l'incitation à l'arrêt du tabac et donc la baisse la lutte contre le tabac et la baisse du tabagisme, la baisse de la prévalence du tabagisme dans un certain nombre de pays, notamment les pays anglo-saxons. Mais également, c'est une mesure qui semble équitable, favoriser l'équité, c'est-à-dire qu'elle ne semble pas, selon la littérature scientifique internationale, encore une fois, creuser les inégalités en étant beaucoup plus efficace parmi les plus favorisés et moins efficace parmi les moins favorisés, et donc les appauvrir davantage. Pour autant, c'est une question qui est assez complexe en France. Si vous connaissez un petit peu l'historique de la lutte anti-tabac, vous savez certainement que depuis le début des années 2000, il y a eu plusieurs grands moments d'augmentation des prix du tabac. Et notamment, ça a été le cas en 2003-2004, au moment du plan Chirac anti-cancer, où il y a eu vraiment des grandes augmentations de prix du tabac, assez brutales finalement, qui ont eu un effet. Mais si on regarde, si vous vous souvenez les courbes que je vous montrais tout à l'heure sur l'évolution différenciée de la prévalence du tabagisme selon les catégories sociales, c'est aussi le moment, le début des années 2000, où justement la situation s'est aggravée en matière d'inégalité sociale. C'est-à-dire que c'est le moment où le tabagisme a commencé à diminuer assez fortement parmi les plus favorisés et à augmenter parmi les moins favorisés. Les inégalités, les écarts se sont creusés à ce moment-là. On ne peut pas établir de lien de causalité scientifiquement vraiment très robuste qui dirait c'est parce qu'il y a eu une forte augmentation des prix que le tabagisme a augmenté parmi les plus défavorisés. Mais on a tout de même des indices, notamment celui-là, qui montrent que peut-être en France, l'effet prix a un effet, disons, plus complexe que ce qui peut être observé à l'international. Donc voilà, ce n'est pas hyper facile de répondre à cette question. Et ce qu'on a tendance du coup à dire et à promouvoir en matière de politique publique, c'est de dire que l'augmentation du prix, c'est une mesure efficace, mais qu'elle doit vraiment être absolument accompagnée de mesures d'aide à l'arrêt du tabac, d'incitation et d'aide à l'arrêt du tabac, en particulier en direction des plus précaires, pour justement éviter que les plus précaires qui continueraient malheureusement à fumer malgré l'augmentation du prix du tabac ne s'appauvrissent du fait de ce comportement qu'ils n'arrivent pas à faire évoluer, à changer. Ensuite, une autre question, toujours sur les inégalités sociales de santé, mais un peu plus globale. Comment être bien sûr de ne pas perpétuer les inégalités sociales de santé à travers des actions de marketing social en prévention et promotion de la santé? Bonne question. Là, ça se joue vraiment au niveau de l'évaluation des actions de marketing social. Encore une fois, on a cette question des inégalités
responsabilité sociale et de l'équité, c'est vraiment au cœur de nos réflexions, des réflexions des acteurs, hein, pas que nous. Je ne veux pas faire un truc trop centré sur Santé publique France, mais tous les acteurs qui font de la communication et du marketing social, je crois, en prévention, promotion de la santé, ont cette question des inégalités en tête au moment de concevoir les actions. Donc, on essaie de tout faire pour ne pas creuser ces inégalités dans le cadre de la conception et de la diffusion de la campagne. Et ensuite, il faut impérativement vérifier, grâce au dispositif d'évaluation, qu'effectivement, on n'a pas amplifié, creusé, aggravé les inégalités. Et si c'est le cas, évidemment, rectifier pour la fois d'après, pour essayer de faire en sorte que ce ne soit plus le cas. Ensuite, une autre question, est-ce que trop de publicité ne nuit pas à l'effet recherché? Je dirais plutôt non. En tout cas, ce que montre la littérature scientifique et ce que montrent nos études évaluatives, c'est qu'on a vraiment besoin de répéter les messages de communication, de marketing social de façon importante, intensive. C'est ce qu'on peut observer dans les pays anglo-saxons notamment, hein, où finalement la prévalence du tabagisme est très faible. Là où on est très avancé en matière de lutte anti-tabac, comme en Australie, en Nouvelle-Zélande, c'est aussi des pays où il y a eu des campagnes de marketing social et de prévention extrêmement fréquentes et intensives. Ça a bien fonctionné. Et si on regarde ce que font les industriels, les annonceurs privés pour promouvoir leurs produits, que ce soit les alcooliers ou dans complètement d'autres secteurs, le secteur agroalimentaire, l'alimentation, les campagnes de publicité, elles sont massives, elles mobilisent des moyens, notamment financiers, qui sont vraiment bien au-delà de ce qu'on peut mobiliser, ce que le secteur public peut mobiliser en faveur de la PPS, de la prévention, promotion de la santé. Donc, je pense que il faut pas forcément se limiter. Au contraire, répéter les messages, ça permet de garantir leur efficacité aussi. Alors, c'est vrai que là, on a évoqué des gros dispositifs, des grosses actions de marketing social. Et du coup, j'enchaîne sur une autre question qui demande, concernant la méthodologie d'évaluation d'efficacité de campagne de marketing social, vous avez présenté pour l'exemple de Moi Sans Tabac l'outil baromètre santé. Cette méthodologie est peu transférable pour des projets de marketing social bien plus modestes et à l'échelle régionale. Avez-vous d'autres méthodes d'évaluation d'efficacité de campagne de marketing social à nous conseiller? C'est très juste. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner que là, j'ai vraiment filé l'exemple Moi Sans Tabac tout au long de la présentation. Et là encore, j'en reparle pendant la session des questions. Moi Sans Tabac, c'est aussi une opération un petit peu exemplaire, y compris dans la maison à Santé publique France. Et on n'a pas autant de moyens, ni financiers, ni humains, et on n'a pas autant de moyens en matière d'évaluation sur tous nos dispositifs de marketing social. J'ai envie de dire, malheureusement. Et donc, il y a des fois, effectivement, où il faut faire différemment. Si on prend les exemples d'évaluation d'efficacité, c'est en effet assez luxueux de pouvoir glisser un module de questions dans le baromètre santé et de pouvoir s'appuyer là-dessus pour vérifier l'efficacité d'une campagne. Mais on peut faire autrement, par exemple, sur d'autres campagnes, y compris sur le tabac ou sur l'alcool plus récemment. On a, par exemple, de façon vraiment spécifique ad hoc, monté des enquêtes longitudinales, donc un suivi dans le temps d'une petite cohorte de personnes. Ça peut être quelques centaines, ça peut être quelques milliers, dans l'idéal représentatif de la population cible dont on cherche à faire évoluer le comportement. Mais si on n'a pas la possibilité de monter un échantillon représentatif, ça peut être un échantillon de convenance, donc des personnes qu'on interroge avant diffusion de la campagne et qu'on réinterroge après diffusion de la campagne et dont on suit l'évolution des comportements dans le temps. Ça permet également, via des travaux statistiques parfois un peu sophistiqué, mais on peut faire aussi assez simplement, d'essayer d'étudier le lien entre exposition à la campagne et changement de comportement, sans avoir à mobiliser, entre guillemets, la grosse artillerie d'une grande enquête comme le baromètre santé. Donc, il y a des solutions, effectivement, pour faire plus simplement, même si ça demande quand même toujours un peu de temps et d'argent, évidemment, mais ça, c'est le nerf de la guerre pour toute action de prévention et toute évaluation. Merci pour cette précision. Autre question, la prévention étant un parent pauvre des politiques de santé, Moi Sans Tabac va-t-il pouvoir perdurer et son pendant alcool Dry January sera-t-il enfin soutenu?
Alors, sur la première partie de la question, oui, enfin, en tout cas, j'espère. On fait tout pour que Moi sans tabac perdure. Et c'est vrai qu'on a même réussi jusqu'à présent, je touche du bois. On prépare là la 8e édition de Moi sans tabac pour 2023. Je dis on, c'est un on très collectif. Hein, c'est pas du tout que mon équipe, mais c'est collectif à Santé publique France et avec nos nombreux partenaires. Et on a réussi pour l'instant, jusqu'à cette 8e édition, à maintenir des crédits, notamment publicitaires, d'achat d'espace et des moyens qui restent relativement importants, quasiment aussi importants que pour la toute première édition en 2016. Là où, par exemple, nos amis anglais en face, les concepteurs de Stoptober, ont malheureusement, au fil des années, perdu des moyens. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez positif et ça montre aussi le soutien politique en faveur de Moi sans tabac, je crois, et en faveur de la lutte anti-tabac de façon générale. Le sujet alcool est bien plus complexe, effectivement. Je vous rejoins sur le fait que les pouvoirs publics, les politiques soutiennent l'opération Dry January à l'avenir. Malheureusement, je ne peux pas dire si ce sera le cas ou pas. C'est une très belle opération également, Dry January, hein, une opération collective, très bienveillante, je pense très utile aussi en termes de santé publique. Donc voilà, moi je l'espère comme vous, mais je ne peux pas répondre vraiment à la question. Merci. Autre question ou remarque, pourquoi n'y a-t-il pas de communication sur les ravages du sucre des perturbateurs endocriniens, un lobby à protéger, ou voulons-nous devenir américains? Alors, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre à cette question. Ce ne sont pas forcément des… Moi, je travaille modestement sur les conduites addictives, donc tout ce qui est santé environnementale, perturbateurs endocriniens ou alimentation sucre, ce ne sont pas des sujets que je connais extrêmement bien. Sur la nutrition, tout de même, on a la chance d'avoir un PNNS, un programme national nutrition santé, depuis de nombreuses années en France, avec des équipes côté recherche, côté acteurs de la santé publique qui font beaucoup de choses. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il ne se passe rien de ce point de vue-là. Sur perturbateurs endocriniens, c'est vraiment un sujet sur lequel je préfère pas m'exprimer dans la mesure où je connais trop mal la santé environnementale. Très bien. Autre question, quels sont les leviers du marketing social pour mobiliser la parentalité sur les questions de consommation de substances addictives chez les jeunes mineurs? Existe-t-il des supports développés par Santé publique France sur le sujet? Merci beaucoup pour la présentation. Merci pour les remerciements et la question. C'est vrai que sous l'angle de la parentalité, je vous le disais tout à l'heure, c'était un petit peu la conclusion de mon petit topo, c'est que le marketing social, pour moi, c'est un outil vraiment extrêmement intéressant, mais que ce n'est pas le seul outil qu'on peut mobiliser en matière de prévention. Et en soutien à la parentalité, c'est vrai que les programmes, en tout cas, que l'on connaît bien à Santé publique France et que sur lesquels mes collègues travaillent, ce sont moins des campagnes de marketing social que plutôt des programmes de soutien à la parentalité de terrain, entre guillemets, vraiment face à face avec l'accompagnement des familles. Vous connaissez peut-être, par exemple, le programme PSFP, le programme de soutien à la parentalité et aux familles, qui est un programme inspiré du programme américain SFP, pionnier, qui a été développé dans les années 60-70, je crois, et qui a été notamment expérimenté sous l'égide du CODES 06 dans les Alpes-Maritimes. C'est un programme vraiment intéressant dont on soutient le déploiement depuis longtemps, mais qui, encore une fois, ne passe pas par le vecteur du marketing social. Donc là, il y a d'autres outils pour soutenir les parents qui sont plus des outils terrain, je dirais. En tout cas, ce sont ceux que moi, je connais bien. Très bien. Pouvez-vous donner d'autres exemples de campagnes de marketing social sur les addictions? Idem avec des nudges. Alors, d'autres campagnes de marketing social sur les addictions, je vous parlais par exemple tout à l'heure d'Amis aussi la nuit, qui est vraiment une campagne de réduction des risques en contexte festif, qui s'adresse aux jeunes adultes, qui parle majoritairement du produit alcool, un petit peu cannabis et autres drogues illicites, mais c'est quand même majoritairement une campagne alcool. Et le levier qui est développé dans le cadre de cette campagne, c'est le levier de l'attention portée à ses pairs en soirée, pairs P-A-I-R-S. On a vraiment identifié ce levier grâce aux études qualitatives, notamment menées par nos collègues de l'OFDT,
l'Observatoire français des drogues et tendances addictives, et notamment l'enquête Aramis, que certains connaissent peut-être, et qui ont montré qu'en fait, en contexte festif, il existait déjà des mécanismes de régulation des comportements et des consommations, des niveaux de consommation en soirée, qui passait justement par le fait de faire attention à ses amis en soirée. Et donc, on essaie vraiment de promouvoir cette attention portée à ses amis en soirée pour limiter les consommations d'une part et limiter les risques une fois que c'est trop tard et que les consommations ont été trop importantes. Donc, il y a cet exemple-là. Et puis, je peux vous parler aussi d'une autre campagne que vous avez peut-être vue parce qu'elle a été diffusée beaucoup de fois. Je crois qu'elle a été diffusée 6 fois entre 2019 et 2022. C'est la campagne qu'on appelle entre nous risque, ravage, repère sur l'alcool, qui est une campagne qui a pour objectif d'améliorer les connaissances des Français sur les risques à moyen long terme associés aux consommations d'alcool, donc cancer, hypertension, maladies cardiovasculaires, et de faire connaître les repères de consommation moindre risque qui ont été promus depuis 2017. Donc ce fameux repère, maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Et donc là, finalement, on retrouve aussi un certain nombre d'ingrédients du marketing social, puisqu'on va proposer aux consommateurs d'alcool, non pas d'arrêter de consommer de l'alcool, mais de limiter leur consommation pour limiter les risques pour leur santé, donc en passant en dessous des repères de consommation moindre risque. Donc là, vous l'aurez compris aussi, pour limiter le coût d'adoption du comportement. Ce serait dur de demander aux Français d'arrêter complètement de consommer de l'alcool. Par contre, leur demander de diminuer, c'est quelque chose qui est moins difficile. Il y avait une deuxième partie de question, à la question que j'ai oubliée, Macha, je crois. Alors, c'était sur la question des nudges. Ah oui. Alors, le nudge, c'est vrai que, tout comme le terme marketing social, c'est vraiment un terme qui a fortement émergé, je crois, ces dernières années dans le milieu de la santé publique. Le nudge, alors, je ne sais pas si tout le monde est familier du concept, ça consiste finalement à modifier ce qu'on appelle l'architecture de choix, c'est-à-dire en gros l'environnement autour d'une personne, pour faire en sorte que naturellement, et sans qu'on ait besoin de le lui demander ou sans qu'on ait besoin que ce soit forcément un changement conscient, mais que naturellement cet environnement favorise l'adoption de tel ou tel comportement. Donc vous voyez, c'est vraiment une démarche qui est complémentaire et un peu différente de celle du marketing social, puisqu'en marketing social, finalement, on cherche à provoquer des changements de comportement volontaires et conscients auprès de la cible, en développant des arguments, montrant que c'est facile, en promouvant des aides, etc. Alors qu'en nudge, finalement, on est parfois sur des modalités d'intervention inconscientes. On va modifier l'environnement pour faire en sorte que la personne, naturellement, adopte le nouveau comportement de façon plus simple. Et finalement, les techniques de nudge, ce sont des techniques, je pense, qu'on peut utiliser assez couramment, y compris de façon imbriquée dans une campagne de marketing social. Si je prends l'exemple de nouveau, de Moi Sans Tabac, sur le site qu'on a créé autour de Moi Sans Tabac, par exemple, on a vraiment essayé de travailler l'ergonomie du site pour faire en sorte qu'on favorise au maximum les inscriptions, d'une part, pour faire en sorte que le site donne envie de revenir sur le site pour découvrir de nouveaux outils, etc. Pour favoriser les inscriptions, par exemple, tout bêtement, en fait, on a limité le nombre de champs qui sont à remplir au moment où on s'inscrit à Moi Sans Tabac. Alors, c'est vraiment une grande souffrance pour les évaluateurs, parce que les évaluateurs, ils voudraient qu'il y ait beaucoup de champs à remplir, l'âge, le sexe, la commune de résidence et bien d'autres données qu'on peut ensuite analyser en matière d'évaluation qui sont extrêmement importantes et intéressantes. Mais quand on a trop de champs à remplir, c'est dissuasif et les gens ne s'inscrivent pas. Donc, il faut trouver cet équilibre et une façon de nudger l'inscription, c'est de limiter le nombre de champs à remplir. Donc, voilà pour une petite illustration de ce que peut être le nudge. Ah, je t'entends pas, Macha. Pardon. Je crois que j'ai fait le tour des questions qui ont été posées dans le chat. Si vous en avez d'autres ou si j'en ai oublié une, n'hésitez pas à la faire apparaître dans la discussion. Et merci à Viette pour toutes ces réponses. Merci pour vos questions très intéressantes. Préciser aussi qu'on vous enverra à la suite du webinaire aussi un mail contenant quelques ressources bibliographiques et d'exemples d'études que Viette nous a communiquées et qu'on enrichira. Donc voilà, vous pourrez prolonger le sujet si vous le souhaitez.
Est-ce qu'il y a encore une ou deux dernières questions, peut-être? Ou est-ce que Viet, vous voulez ajouter quelque chose sur la thématique? Écoute, non, à part vraiment te remercier encore beaucoup, Macha, et remercier la Coréade pour l'organisation de ce webinaire. Et remercier également tous ceux qui l'ont suivi pour toutes ces questions intéressantes et leur attention. Mais sinon, je crois que sur le fond, je n'ai pas beaucoup plus de choses à ajouter. La présentation était très complète, merci. Bon, mais on va bientôt clôturer. Je vous rappelle qu'il y a le petit questionnaire d'évaluation qui va apparaître bientôt. Merci de le remplir, parce que ça nous permet effectivement d'évaluer nous aussi la satisfaction de ce webinaire et puis de connaître quel sujet vous souhaiteriez y voir abordé lors des prochains. Donc, le prochain aura lieu le 7 avril, donc sur la thématique addiction et famille. Vous pouvez vous inscrire. N'hésitez pas à aller sur notre site, vous avez toute la liste des événements à venir. Et encore une fois, on espère vous retrouver mardi prochain à Tabakit, à Bordeaux, au cinéma CGR Le Français. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Et on espère à bientôt, Viet, pour d'autres interventions. En tout cas, c'était un plaisir d'entendre toutes ces explications. Je crois que ça avait c'était intéressant pour tout le monde de préciser un peu toutes ces notions qu'on entend, parfois dont on se méfie, dont on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Donc voilà, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Ça donne envie, même avec des moyens plus modestes, de s'inscrire dans cette démarche-là aussi au niveau local. Je regarde encore juste s'il n'y a pas eu des dernières questions, mais ce sont surtout des remerciements et les liens effectivement pour vous inscrire aux prochains événements, colloques ou webinaires. Donc, je crois qu'on va clôturer et vous souhaiter à tous une très bonne après-midi, très bonne fin d'après-midi à tous et au prochain webinaire. Alors, le 7. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Macha. Au revoir.